Alors, on va retrouver Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous, le candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'être en direct sur LCI ce soir avec nous. Vous avez écouté le président Macron. Quel sentiment avez-vous en l'ayant écouté? Je partage avec lui le sentiment de l'extrême gravité de la situation et le caractère imprévisible des décisions que pourrait prendre Vladimir Poutine. Par conséquent, dans ce qu'a dit le président Macron, il y a des choses justes que je partage, des choses que j'aurais sans doute dit autrement, certaines que je n'aurais pas dit du tout. Et si je dois prendre en compte la situation comme elle est, je trouve qu'il y manque la proposition ou les propositions clés pour nous. C'est-à-dire, d'un côté, faire une initiative diplomatique radicale qui est de décider d'ouvrir tout de suite la discussion dans le cadre de l'OSCE sur la sécurité des frontières, parce que le président lui-même a dit qu'il fallait contenir les risques de contagion. C'est donc que nous voyons bien les mêmes risques, aussi bien lui que moi. Et puis la deuxième chose, c'est la résistance à l'explosion des prix que va produire les mesures, les sanctions économiques. Et donc là, la question du blocage des prix. Mais voyez-vous, c'est un tout. Il a ses responsabilités. Il les assume, et nous avons, nous tous, les nôtres, y compris les opposants. Il existe en France un puissant parti de va-t-en-guerre que je juge dangereux et irresponsable, et je m'assigne à la mission d'être l'entraîneur d'un parti pour la paix, vigilant, pas neutre par rapport à l'agression poutinienne. Je ne suis pas neutre, et pas plus que je n'ai accepté en son temps le nouvel ordre du monde de M. Bush, je n'ai l'intention d'accepter le nouvel ordre du monde que M. Poutine dessine pour l'Europe, c'est-à-dire le retour au rapport de force, à la guerre et à tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a tous des responsabilités. Je vous ai bien compris, je vous ai peut-être mal compris, pardonnez-moi, mais est-ce que vous dites que, en fait, le président ou des proches, enfin, serait un parti de va-t-en-guerre, ou j'ai mal compris? Je crois que vous avez pas mal compris, vous n'avez rien compris. Oui, voilà. Non, mais alors, donc, que vouliez-vous dire, pardon? Alors, je recommence pour vous faire plaisir. Hein, oui, je recommence puisque vous n'avez rien compris. Je dis qu'il y a dans le pays un fort parti de va-t-en-guerre qu'on entend d'ailleurs souvent sur vos plateaux. Le président est beaucoup plus prudent et je l'approuve quand il dit « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Et je l'approuve aussi quand il dit « nous ne faisons pas la guerre au peuple russe ». Parce qu'il a raison de faire ce distinguo, comme je l'avais fait moi-même, sous les huées, à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui poussent à la guerre, et moi je veux être de ceux qui poussent à la paix. Le président, lui, remplit sa fonction, il dit les choses qu'il croit justes, certaines je les partage, d'autres je ne les partage pas ou je les dirai autrement, et surtout, il me semble que manquent deux grandes idées. La première, c'est de nous défendre par le blocage des prix contre le résultat des sanctions économiques qu'on doit prendre. Et puis l'autre, c'est de prendre une initiative diplomatique radicale. Tout de suite, dire nous sommes prêts à discuter de la question de la sécurité des frontières avant que ne s'engage la contagion que le président lui-même a vu, le risque de contagion que comporte le comportement de M. Poutine. Mais ça voudrait dire cette initiative de paix, il faudrait qu'elle soit acceptée par Vladimir Poutine, mais elle ne serait acceptée que si elle avait pour objectif de neutraliser complètement l'Ukraine et de dire et de promettre en quelque sorte à la Russie qu'autour d'elle ne seraient que des pays neutres, et en l'occurrence l'Ukraine. Donc ce serait sans doute une concession aux yeux de ceux qui veulent défendre l'Ukraine aujourd'hui. Et ça, je crois que j'ai bien compris. Peut-être qu'on peut laisser avant que vous... Non, je crois que là, vous allez tout de suite à la conclusion. Je vais vous expliquer quelque chose, il me semble. Que quand on commence une... Mais je ne suis pas certain. Parce que quand vous commencez une discussion, vous faites ça dans la vie comme moi, on part d'un point de vue et puis la discussion fait évoluer tout le monde. Ce qu'il faut, c'est vider l'argument de M. Poutine. C'est-à-dire, il dit « j'ai fait tout ça parce que je suis en danger, parce que vous mettez en cause ma sécurité ». Très bien. Eh bien, alors on en parle. Et on parle des garanties que chacun va demander. Parce que nous aussi, Français, nous avons des choses à demander. Il n'y a pas que M. Poutine sur Terre, il y a aussi nous. Et nous, les Français, nous ne pouvons pas accepter que soient déployés sur le territoire de la Russie des missiles contre nous, qui peuvent nous atteindre. Or, c'est le cas. Donc, vous voyez que tout le monde a quelque chose à mettre sur la table. Deuxièmement, la neutralité de certains pays. Je vous invite à la prudence.
parce que des pays qui sont neutres ou qui ne sont pas membres de l'OTAN, il y en a plein autour de la Russie, et personne n'a le droit, je pense, de les mépriser. Au demeurant, la question de la neutralité, elle a été adoptée par l'Ukraine elle-même quand elle s'est déclarée souveraine. Elle a dit qu'elle serait à jamais une nation neutre. Les circonstances ont fait que les choses se sont passées autrement. Mais ne rayons pas d'un trait toute une histoire et des accords que tout le monde a signés. Les Russes, et nous sommes en droit de leur dire, vous avez signé, vous devez tenir parole. Mais nous aussi, on a signé un certain nombre de choses et on en a dit. On doit tenir parole. Donc, si vous voulez, la différence, c'est de dire, on fait des pressions tant qu'on peut. On essaye de le faire sans escalade. Et vous les approuvez. Et vous les approuvez. Le président quand il parle de désescalade. Et vous les approuvez, ces pressions. Pardon ? Vous les approuvez, ces pressions. Que faire d'autre ? D'accord. Non, mais sur les que sanctions... On ne va pas entrer en guerre. Non mais les pressions... J'en prie. Non, mais voilà, je voulais vérifier. Vous approuvez ces pressions, ces sanctions qui sont très fortes et qui nous ont été expliquées par le président avec les conséquences qu'elles ont, c'est-à-dire un prix pour notre vie quotidienne, un monde qui a changé, une nouvelle époque et dans lequel on se défend, on défend la liberté et la démocratie. C'est ça. Écoutez, évitons, si vous voulez bien, à chaque occasion, de redéballer tout le catéchisme. Ce n'est pas le sujet qui nous est posé. Des pressions, des sanctions économiques sont prises. Certaines sont efficaces, d'autres ne servent à rien, et on le sait. Certaines peuvent être, à la fin, dangereuses. Je vous donne un exemple. On a décidé de sortir la Russie du système SWIFT, qui permet les échanges et le financement entre les nations. Première exception, c'est les Allemands qui l'ont posé. C'est pour payer la société Gazprom. Pour pouvoir payer la société Gazprom, les Allemands ont demandé que pour ces paiements, on maintienne le système SWIFT. C'est un peu technique, mais ce qui est certain, c'est que si nous coupons les Russes du système SWIFT, qu'on peut décider de faire, la conséquence, c'est qu'ils vont naturellement se tourner vers le système qu'ils ont en commun ou qu'ils peuvent avoir en commun avec les Chinois. Donc il ne faut rien faire qui aggrave nos difficultés pour la suite. On doit toujours agir en se demandant si ce qu'on fait est efficace ou pas. Je vais aller sur les sanctions. Écoutez bien, la sanction la pire pour un régime oligarchique comme celui de M. Poutine, c'est celle qui frappe les oligarques. Par conséquent, celle qui, à mes yeux, est la plus efficace, c'est celle qui consiste à leur confisquer tous leurs biens, y compris ceux qui sont en France, et tout de suite. C'est-à-dire non seulement les avoirs, mais les appartements, les villas, tout ça. Tout en même temps, parce que ces gens-là vont finir par dire « on paye trop cher le prix d'avoir Poutine pour patron ». Parce que je suis un peu dans la logique des gens qui manifestent en Russie, ils le font contre la politique de leur propre pays. C'est d'un courage extraordinaire. Et je suis content que M. Macron l'ait reconnu, comme j'avais fait à la tribune de l'Assemblée. Eh bien, leur idée, quelle est-elle? C'est de montrer à Poutine qu'il a un risque de déstabilisation intérieure. C'est ça qui lui fait le plus peur. Et par conséquent, en frappant les oligarques, en frappant encore les oligarques, c'est lui qu'on déstabilise. Et voilà à quoi je crois qu'il faut concentrer nos efforts. Mais en même temps, il faut poser sur la table une initiative. Parce que s'il la refuse, c'est lui qui s'isole. Et je pense donc qu'en proposant... Il n'a pas échappé que le président Macron a passé 5 heures et il a eu au téléphone et a encore répété ce soir qu'il l'aurait de nouveau au téléphone et il parlerait de nouveau. Et au nom aussi de l'Europe, on peut l'imaginer. Donc, bon, la discussion, il y a des canaux et ça passe par la France aujourd'hui et on peut en être plutôt satisfait parce que comme ça, on s'occupe un peu de notre propre destin. Écoutez, soyez... Je comprends. Mais le sujet n'est pas de savoir si on est satisfait ou pas. Le sujet, c'est qu'on est à 4 jours ou 5 jours de guerre et que la tournure qu'elle prend, c'est que ça ressemble de plus en plus à ce que les Russes ont fait, ou bien à Alep, ou bien qu'ils ont fait en Tchétchénie. C'est-à-dire qu'on est passé à l'étape du tapis de bombe. Et ça, il faut donc qu'on trouve à tout prix et à toute vitesse le moyen d'arrêter ça. C'est-à-dire d'arriver au cessez-le-feu et à un isolement diplomatique tel que la Russie soit en situation de discuter. Et vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'ils vont dire ou ce qu'on va dire nous. Mais si c'est nous qui le disons, nous pesons d'un poids beaucoup plus grand que le seul président Zelensky tout seul. Parce que quand lui a proposé la neutralité de l'Ukraine, eh ben, il s'est fait envoyer balader. Maintenant, si c'est nous qui proposons une telle conférence, si elle est appuyée, comme l'ONU vient de le faire, l'ONU vient de voter à une écrasante majorité, du jamais vu, la proposition d'ouvrir des cadres de discussion. Mais ne dit pas lequel. Nous, en Europe, on peut le faire. Monsieur Macron peut le faire, puisqu'il est le président à la fois de l'Europe et de la France à ce moment.
Donc on a là une capacité d'initiative. Ça n'enlève pas le fait qu'il lui téléphone et qu'il lui parle. Je trouve ça plutôt bien. Mieux vaut parler, discuter, essayer de marquer le chemin que d'être purement et simplement dans le rejet. Je trouve que l'initiative diplomatique est nécessaire pour déverrouiller la situation. Sinon quoi? On va attendre combien de jours? En ce moment, c'est un martyr pour les Ukrainiens. Et en plus, ils se battent entre eux. Parce que ceux qui sont dans la région russophone sont aussi ukrainiens que ceux qui ne sont pas dans la région russophone. Et nous avons l'idée de maintenir tout le monde dans les mêmes frontières. C'est bien ça qu'on a dit. C'est bien pour ça qu'on s'est fâché. Et on avait raison quand M. Poutine a reconnu 2 républiques soi-disant indépendantes. Par conséquent, si on a ces objectifs, il faut s'en donner les moyens. Et on ne peut pas le faire simplement en attendant que les jours passent et que la violence ait tout réglé. Parce que si la violence règle tout, c'est lui qui aura le dernier mot. Il rentrera chez lui, il ne se passera rien. Et nous tous en Europe après, nous serons en train de nous demander comment nous comptons faire face à un personnage pareil qui est arrivé à cette situation. Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il s'est convaincu progressivement que la force peut régler les problèmes. C'est ça le problème que pose Poutine. J'ai une question, Jean-Luc Mélenchon, sur la perspective. 15 ans ou 20 ans de ça. Sur la perspective de l'Europe, puissance de paix, sur le développement des forces de défense et sur le développement de l'Europe de la défense. Vous y êtes favorable? Tout ce que vous... Mais si vous voulez, si c'est de nature à détendre l'atmosphère, pourquoi pas. Mais comment peut-on opposer à une situation à laquelle on doit faire face un plan qui n'a pas marché pendant 20 ans et qui, de toute façon, bute sur des difficultés qu'on connaît tous, qu'on ne peut pas régler sur le plateau à cet instant? Moi, je crois à la France indépendante et souveraine. Je crois plus que jamais que mon pays a intérêt à savoir se défendre tout seul et avec résolution. Parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe vis-à-vis de l'Ukraine pour se rendre compte que la plupart des grands pays qui nous entourent sont d'ores et déjà disponibles à s'accommoder de ce qui se passera dans l'Ukraine. Ce n'est pas notre cas, nous, Français, et en tout cas, s'il s'agissait de la France, on ne réagirait pas comme ça. Alors, donc dernière nous avons question. plus que jamais intérêt à pas nous bercer de rêves, mais à partir de réalités. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on est en train d'envoyer un 2e sous-marin nucléaire à la mer en ce moment même. Dernière question sur la campagne présidentielle. Nous sommes à 39 jours du premier tour. Est-ce que vous craignez qu'elle soit paralysée et est-ce que vous voyez l'allure qu'elle va avoir? Le président a promis qu'il y aurait un débat et tout le monde en est satisfait, j'imagine. En tout cas, nous, journalistes et citoyens, c'est une promesse qui nous sied. Oui, mais je la partage. Parce que, voyez-vous, sinon de quoi parlerait-on dans une campagne? Juste de ce qui fâche pas, juste de ce qui pose pas de problème? Bon, vous avez 1000 fois raison. Ça fait partie, c'est même les attributions les plus importantes du chef de l'État dans la Constitution de la Ve République. Il est le chef des armées, il négocie et il signe les traités. Par conséquent, les 2 fonctions essentielles qui lui sont attribuées personnellement, c'est quelque chose qui a à voir avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Par conséquent, les Français vont devoir juger qui a la ligne politique la plus cohérente par rapport à la situation que nous connaissons, et je ne parle pas que du président Macron et de moi, hein, qui a la connaissance, le savoir-faire, l'intuition de ce qu'il est possible de faire. Oui, ça fait partie du débat présidentiel, j'ai même envie de dire que c'est l'essentiel du débat présidentiel, parce que toutes les questions sont accrochées. Vous avez vu comme moi le président parler de l'indépendance énergétique de la France. Il a parlé de la souveraineté alimentaire. Est-ce que ce n'est pas les sujets sur lesquels je me bats depuis des années sur ces thèmes-là? Donc vous voyez que toutes les questions se tiennent. De même que la question, par exemple, de la crise de l'eau. Vous savez comme moi que les Russes sont entrés par un bout de l'Ukraine qui leur permettait de débloquer le canal qui amène l'eau jusqu'en Crimée parce que ça fait 8 ans que c'était coupé. Deuxièmement, que la région qu'ils occupent le long de la mer est celle qui fournit l'eau à l'Ukraine. Tous ces aspects sont liés, l'écologie, la guerre, la paix. Et je trouve normal, je trouve bien qu'on en parle. Et de ce point de vue, le président a raison de ne rien changer au programme des élections, parce que c'est la démocratie. Il faut, nous, qu'on assume d'être un peuple qui vit en démocratie. Donc on parle de tout. Chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. C'est la République, c'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi ce soir sur notre... Non, merci à vous de m'avoir... accueilli sur votre plateau. Voilà, et vous avez vu qu'on a compris quand même ce qui se passait. Et ce que vous disiez, hein? Oui, ah ben, bon, allez, Madame Elkrief, je le retire si ça vous a paru excessif. Merci beaucoup. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci.